Bienvenue dans cette classe virtuelle qui vous propose un retour d'expérience de l'analyse des rapports finaux des projets de mobilité de l'enseignement scolaire et de l'enseignement et la formation professionnelle. La classe virtuelle reviendra sur des éléments de contexte, puis sur la méthodologie de l'évaluation des rapports finaux, les résultats des évaluations qualitatives secteur par secteur, et enfin nous terminerons par un rappel sur la sélection des évaluateurs. Pour commencer, quelques éléments de contexte. Le département contrôle l'évaluation des projets, intervient dans l'évaluation des projets au stade du rapport final. L'ensemble des porteurs de projets doivent soumettre un rapport final à l'issue de leur période d'activité. Nous vous rappelons que le département contrôle l'évaluation des projets intervient dans le traitement des rapports finaux en fin de projet, soit entre 1 an et 2 ans après la contractualisation des projets. Par exemple, en 2019, le pôle mobilité traite la campagne d'évaluation des rapports finaux des conventions 2017 et 2018. Par l'intermédiaire de l'évaluation des rapports finaux, la Commission européenne tient à s'assurer d'un niveau de réalisation des projets de qualité et qui doit être conforme au financement octroyé. Elle tient aussi à repérer des projets à forte valeur ajoutée, ce que l'on appelle les bonnes pratiques. Et enfin, elle souhaite évaluer la mise en œuvre du programme. Parallèlement, le pôle mobilité du département contrôle l'évaluation des projets a pour objectif de réaliser 100% des rapports finaux dans les délais fixés par la Commission européenne, tout en accompagnant les porteurs dans l'amélioration continue des projets. Les secteurs concernés du retour d'expérience sont l'enseignement scolaire et la formation professionnelle. La première action concernée, l'action 101, mobilité du personnel du secteur scolaire, donne la possibilité de réaliser 2 types de mobilité. La première est la formation du personnel, qui regroupe les activités d'observation en situation de travail et les cours structurés ou séminaires de formation. Le deuxième type de mobilité est la mission d'enseignement. À noter que le type de mobilité le plus représenté est la formation du personnel à hauteur de 98%. La seconde action concernée par le retour d'expérience est la mobilité des apprenants et des personnels de l'éducation et de la formation professionnelle. 2 types de publics sont éligibles sur cette action, les apprenants et les personnels. Les apprenants peuvent réaliser un stage de formation, soit dans un établissement d'éducation et de formation professionnelle, et dans ce cas, l'activité doit avoir une composante d'apprentissage en milieu professionnel importante. Ou alors, l'autre possibilité, pour les apprenants, est de réaliser un stage sur un lieu de travail, par exemple une entreprise. À noter qu'à partir de 2018, les mobilités longues d'apprenants sont appelées Erasmus Pro. À présent, voyons les activités possibles pour la mobilité des personnels des organismes d'envoi. Soit les personnels peuvent réaliser une période d'observation dans un établissement d'éducation et de formation professionnelle ou dans une entreprise. Enfin, ils ont aussi la possibilité d'accomplir une mission d'enseignement ou de formation dans un établissement d'éducation et de formation professionnelle. Pour finir, la mobilité entrante d'un formateur d'entreprise étrangère est également une activité éligible. L'agence n'a pas d'obligation contractuelle à externaliser l'évaluation des rapports finaux de l'action clé 1. Cependant, par nécessité de temps de traitement et aussi par intérêt dans l'apport d'expérience et connaissance des secteurs par les évaluateurs, le département contrôle et évaluation des projets a procédé à un test en 2017 sur une partie des rapports finaux des secteurs scolaires et formation professionnelle. Le test est apparu très concluant. Le département contrôle et évaluation des projets a donc décidé de développer l'externalisation des rapports finaux d'année en année. Pour exemple, nous sommes passés de 10 rapports finaux externalisés en 2017 à 70 en 2019. À noter que l'augmentation constante du nombre de projets va entraîner l'augmentation du nombre de rapports à externaliser. Ce schéma représente les grandes étapes du cycle de vie des projets. Tous les projets de mobilité sont soumis à 2 évaluations.
au moment de la candidature et au moment du rapport final. Les évaluateurs externes réalisent l'ensemble des évaluations des candidatures et pour une partie des évaluations des rapports finaux. Une grande partie étant réalisée par les agents du département contrôle et évaluation des projets. Méthodologie de l'évaluation des rapports finaux. L'évaluation qualitative est constituée d'une note définie sur 100 points, détaillée par critères et des commentaires narratifs. Elle est complémentaire au contrôle financier réalisé systématiquement par le département contrôle et évaluation des projets. Un commentaire reprenant l'analyse qualitative et financière du projet est intégré dans un courrier envoyé au bénéficiaire afin que celui-ci puisse prendre en compte les remarques pour améliorer la gestion et la mise en œuvre de ses futurs projets. Ce courrier notifie également le règlement du solde de la subvention. L'évaluation du rapport final s'effectue sur le même modèle que l'évaluation des candidatures avec une notation sur 100 points. La perspective est cependant différente avec une approche axée sur les résultats dans la mesure où le projet est au stade du bilan. La commission a défini 3 critères principaux. La pertinence du projet est évaluée sur 30 points. Ici, on cherche à vérifier que le projet a été mis en œuvre conformément à ce qui était prévu dans la candidature et en adéquation avec les objectifs et caractéristiques du programme. La qualité de la mise en œuvre est pondérée sur 40 points. Il s'agit de s'assurer que tous les moyens ont bien été alloués au projet pour assurer la réalisation et la mesure des objectifs et sa mise en œuvre de manière optimale. Enfin, le dernier critère, l'impact et la dissémination, est évalué sur 30 points. On cherche à vérifier l'effet produit par le projet sur les participants et les organismes participants. Cette partie est souvent négligée car les porteurs ont parfois du mal à identifier et expliciter les impacts et à mettre en place des outils et indicateurs pour les mesurer. La note globale attribuée au projet permet de le classer et de sa position dans le classement découlent 3 types d'actions menées par l'agence. La valorisation du projet, l'accompagnement et les recommandations personnalisées et la révision à la baisse du montant final de la subvention accordée. La première action consiste à un repérage des bonnes pratiques, c'est-à-dire que tous les projets qui obtiennent une note de 80 ou plus sont considérés comme une bonne pratique. La seconde finalité consiste à réaliser un suivi des porteurs des projets qui obtiennent une note entre 50 et 60, afin de les accompagner d'un point de vue qualitatif et réaliser un suivi plus personnalisé si nécessaire. Enfin, la notation d'un projet en deçà de 50 points est exceptionnelle. Elle signifie que la qualité de la mise en œuvre et de l'organisation du projet est remise en cause. Une réduction de la subvention peut être appliquée au montant total du soutien organisationnel éligible dans les proportions suivantes indiquées à l'écran. Un projet identifié en bonne pratique est considéré comme très bon à excellent et ses résultats sont alors susceptibles d'être diffusés à plus grande échelle. Le projet doit se distinguer en termes de dissémination et de résultats par un ou plusieurs des aspects suivants: l'impact, la transférabilité, l'innovation, la durabilité, la communication et la gestion financière. Passons maintenant à la restitution et les résultats des évaluations qualitatives des rapports finaux. Comme indiqué au début de la présentation, le département contrôle l'évaluation des projets est en décalage avec les années de convention actuelles. En effet, au moment de la réalisation de la formation, seule la campagne 2016 et précédentes sont clôturées. Le retour d'expérience sur les évaluations qualitatives concerne donc la convention 2016 clôturée. Le premier graphique montre la répartition des projets par note pour les années de convention 2015 et 2016. Le second, la note moyenne obtenue en 2014, 2015 et 2016.
Et on constate que la note moyenne est en augmentation depuis la convention 2014, passant ainsi de 64 à 70. En effet, de façon générale, les projets sont de mieux en mieux maîtrisés par les porteurs de projets. On note également en 2016 que 79,5% des projets sont notés entre 60 et 79. Les bonnes pratiques représentent environ 10% de l'ensemble des projets. Et les projets à surveiller, eux, représentent 10% de la convention. Alors, quelles sont les tendances des résultats qualitatifs pour le secteur scolaire ? Voici les principales thématiques concernant les 13 projets notés en bonne pratique sur la convention 2016. De même, vous sont présentés les principaux points d'amélioration relevés dans le cadre des projets notés en dessous de 60. Ici, vous trouverez des données extraites d'un outil de la Commission sur la base des rapports de participants soumis dans Mobility Tool. Les participants en mobilité ont l'obligation de répondre à un rapport de participants, qui est un questionnaire envoyé de façon automatique par mail à la fin de leur mobilité. Celui-ci a pour objectif d'analyser l'impact de la mobilité et le taux de satisfaction concernant plusieurs thématiques, telles que l'impact personnel, l'impact professionnel et la reconnaissance. Les chiffres indiquent des taux de satisfaction dans l'ensemble très élevés. Passons à présent aux résultats des évaluations qualitatives pour le secteur de la formation professionnelle. Les projets considérés comme bons entre 60 et 79 représentent la majorité des projets. À noter cependant un changement dans la répartition des notes, avec une augmentation des projets dont la qualité n'est pas suffisante entre 2015 et 2016. À noter, un projet a été noté à moins de 50 pour cause de complétion très partielle du rapport final malgré une relance du service du département contrôle et évaluation des projets. Finalement, le projet n'a pas eu de sanction financière car le contexte de changement d'équipe complète dans la structure, ainsi que des actions et réflexions engagées pour la mise en œuvre des nouveaux projets Erasmus+, a été pris en considération par nos services. Voici les principales thématiques concernant les 18 projets notés en bonne pratique sur la convention 2016. A contrario, 27 projets ont été notés en dessous de 60, dont le motif principal, dans 80% des cas, est la complétion partielle du rapport final. Maintenant, concernant les rapports des participants du secteur de la formation professionnelle, comme pour le secteur scolaire, on retrouve des très beaux taux de satisfaction de la part des apprenants et des personnels. Pour terminer, nous vous rappelons que le prochain appel à candidature pour l'évaluation des rapports finaux aura lieu en mai 2020. L'augmentation constante du nombre de rapports finaux à externaliser implique une augmentation du nombre d'évaluateurs à sélectionner. Concernant le calendrier, voici en détail les différentes étapes. Et je vous remercie de votre attention.